Y a-t-il eu fraude aux élections de la Chambre des métiers et de l'artisanat? 2 listes battues rues dans les brancards. Il dénonce une fraude à grande échelle. Simon Vainqueur, l'un des plaignants, est notre invité ce soir. Et les autorités joignent la parole aux actes. Des citernes ont été installées dans les quartiers les plus touchés par les pénuries d'eau à Capesterre-Belle-Eau. Une solution provisoire qui ne convainc pas pour autant les riverains. Le reportage de Linda Kayarsi dans un instant. Et puis J-1 avant les élections américaines, les yeux du monde seront braqués sur l'élection du président de la première puissance mondiale, Donald Trump ou Hillary Clinton. Quel est le meilleur choix pour le monde? Vos opinions dans ce journal. L'American Day, c'est demain. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Après des semaines de protestations, de nombreux capestériens n'ont toujours pas d'eau dans leur robinet. Pour pallier cette carence, des solutions ont été arrêtées par les principaux acteurs de l'eau en Guadeloupe le 29 octobre dernier. Ainsi, après l'acheminement des bouteilles d'eau minérale, les équipes du SDIS ont procédé à la mise en place de citernes dans ces quartiers ce week-end et aujourd'hui. Reportage Linda Kayarsi. Le camion de pompiers du SDIS est à peine arrivé pour remplir cette citerne à eau qu'une habitante du quartier de Routier affiche son mécontentement. Nous voulons de l'eau en robinet, nous. Et nous ne voulons pas de l'eau, nous ne voulons pas citerne. Nous avons dit, nous avons tout citerne à eau, nous ne voulons pas ça, parce que nous ne pouvons jamais ni de l'eau dans le robinet. D'autres riverains comme Simon et Jean Fabre ont une attitude plus modérée. L'essentiel, c'est d'avoir de l'eau pour effectuer les tâches quotidiennes. Bon, pour 180 c'est bon, nécessaire pour la case, pour la vendre. Mais normalement, pour y là, c'est de l'eau pour robinet, parce que la machine là fait tourner. On est chef, on la veille. Bon, avec ça, on ne peut pas la veille, c'est à la main. Depuis samedi, 5 citernes comme celle-ci, pouvant contenir 9000 litres d'eau, font partie du paysage capestérien. En tout, près de 13 citernes seront installées pour soulager l'ensemble des quartiers touchés par la pénurie d'eau, notamment Fond-Cacao et l'île-et-Pérou. Ce sont des citernes qui sont là pour assurer les besoins courants, la vaisselle, enfin du nettoyage, mais pas du tout pour pouvoir boire, puisque le département a assuré la fourniture de plusieurs milliers de bouteilles d'eau pour assurer justement les besoins en boissons de la population. Une solution à court terme qui a émergé de la réunion d'urgence sur l'eau à l'hôtel de région le 26 octobre dernier. Pour le collectif des riverains de Routier et des hauteurs de Capesterre-Belle-Eau, ce n'est pas suffisant. En fait, il était prévu que les habitants de Borbois et de Fond-Cacao soient connectés directement sur le suppresseur de moulin à eau, ce qui ferait que ces personnes n'auraient plus de problème d'eau et que pour l'instant, il semblerait qu'on ait carrément mis en dessous du tapis. En attendant le retour définitif du précieux liquide dans les robinets, les riverains devront se contenter des tours d'eau solidaire et 6000 bouteilles d'eau distribuées par le département. Autre colère, celle des habitants de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. À la rue Jean Jaurès, des trous béants ont fait leur apparition dans la chaussée. Les habitants mettent en cause les travaux d'aménagement. De son côté, la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre s'en défend. Elle accuse ceux qui auraient creusé de façon anarchique pour faire passer les câbles. Reportage Nathalie Dinan, Moïse Dexter. Vous sentez l'odeur? C'est moi qui m'a dormi ici, vient couvrir ça. En cuisine, moi, on ne peut pas rester parce que l'odeur est là. Les habitants du quartier de Rivière-des-Pères crient leur ras-le-bol. Depuis des semaines, voire des mois, des trous béants leur pourrissent la vie. Depuis en haut jusqu'en bas, il y a un trou qui s'est fait là-bas. Il y a au moins 3 mois. Ensuite, celui-là s'est fait dans les 6 mois. Et là, la semaine dernière qu'on est là, on voit dans l'après-midi, un trou se forme. Et puis la route c'est descendu et les odeurs qu'il y a dedans, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas rester à Dombitin comme ça, mon cher. Encore jeune toute voisine à moi, puisque moi aussi, en cas habité en face, en cas senti l'odeur là, en cas de l'eau là qui a coulé fort, en passant de l'eau là, là, l'applique à tomber, nous n'avons l'eau de l'eau en la rue là. Mais comme ils disent nous bientôt, ils ont fait travaux, nous nous attendons parce que ça a fait plus de 1 an, ça a duré. Ça nous a demandé, c'est refaire toute canalisation à fumer là, parce qu'il y a assez longtemps ils ont fait, et ils ont mal fait. Si c'était bien fait, nous partions dans cette situation là, ça jode là. Les odeurs nauséabondes qui s'échappent de ces trous inquiètent les riverains. L'eau s'écoule sous les maisons tout au long de la rue. Ce qu'on craint, c'est les maisons, parce qu'on ne sait pas où l'eau sort. Parce qu'on ne voit pas l'eau couler. Ça monte, mais on ne sait pas si ça passe pas en dessous des maisons qui sont là. C'est nous qui prend tôle, qui prend contreplaqué, qui couveille. Et là, tout là, en face de nous, c'est nous qui avons pris des barrières dans tout là et puis bas là pour nous te barrer là.
et mettre un branche à coco pour voiture et bicyclette pas te tomber à des. Heureusement, nous en face, quand nous voyons tout là, tu as formé pour nous empêcher des accidents de fait là. En plus, il y a les voitures qui passent, il y a les camions qui passent. On ne sait pas si on sait pas les gros camions et on ne sait pas si ça va pas descendre, on ne sait pas. Situés le long du littoral, les habitants de ce quartier craignent également les catastrophes naturelles. Ce matin encore, il y avait un tremblement de terre. Alors on ne sait pas. Alors s'ils peuvent arranger ça pour nous le plus tôt possible. Nous pour un cyclone là, c'était Mathieu. Mathieu, vin voit été vin, il y a été, Dieu merci. Mais si c'était nous, il était point, en passant là, nous étions. Surtout moins, vous voyez là, on va rester là. Chaque fois, nous avons un mauvais temps, il faut traverser, il demander aux voisins en temps pour souffler, mais rester à casa pour de l'eau, pas ça et moi aller. De l'eau qui sorti en haut, il a descendu, pour une canalisation qui est bien faite. La solution que nous voulons ici, tout l'ensemble qui sont là, veut, il faut refaire toutes les canalisations et que la route soit bien faite pour nous, au moins qu'on ait en paix. La CSBT accuse ceux qui ont creusé anarchiquement ces trous. Chacun se renvoie la balle. En attendant, les oubliés de Rivière-des-Pères sont au fond du gouffre. Alors que le dépouillement des bulletins de vote pour l'élection de la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe suscite déjà des interrogations à cause de plaintes répétées, certains commerçants affirment ne pas avoir reçu à temps leur bulletin leur permettant de prendre part à la consultation démocratique. Une autre élection fait polémique, celle de la Chambre des métiers et de l'artisanat. 2 listes dénoncent une fraude électorale. Simon Vainqueur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes le porte-parole de la liste Les Artisans du Changement. Avec Patrick Chouan, vous avez décidé de passer à l'offensive et de dénoncer ce qui pourrait, vous, est une fraude en tout cas. Et vous avez décidé de solliciter le préfet afin de saisir le tribunal administratif par un déféré préfectoral. Vous avez d'ailleurs organisé aujourd'hui une conférence de presse pour alerter l'opinion publique. Isabelle Amou était sur place, ça a eu lieu à Pointe-à-Pitre. On regarde son reportage. 4 099 suffrages exprimés, un nombre de votants abondant pour Simon Vainqueur et Patrick Chouan, qui émettent des réserves quant à la sincérité du vote. Ils parlent de fraude, tout en rappelant l'écart considérable de voix entre leurs 2 listes et celle de Franck Lasserre, sorti très largement en tête de ces élections consulaires. Moi, Simon Vainqueur, tête de liste des Artisans du Changement. Nous étions quand même les favoris et se retrouver avec 238 voix. Donc on juge que c'est pas du tout normal et ça rentre pas dans notre fonctionnement. Et on a beaucoup travaillé sur le terrain. Beaucoup de gens ont voté pour nous, massivement je dirais. Et on se retrouve avec 238 voix, vous savez, ça fait très très mal. Des magouilles justifiées par un dépouillement particulièrement long ce soir-là et quelques anomalies détectées comme des émargements suspicieux, des enveloppes fendues sur le côté pour certaines, d'autres qui n'auraient pas été prises en compte, voire disparues, ou encore les bulletins de Franck Lasserre jugés non conformes. Il y a 2 bulletins de différentes couleurs. Il y a un qui est bleu foncé et l'autre bleu pâle. Ça ne doit pas se faire, c'est parce que les bulletins ont été faits de façon globale et a été déposés en préfecture. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a des bulletins qui ont été falsifiés, qui ont été faits frauduleusement. Les 2 protestataires ont demandé au préfet de saisir le tribunal administratif en vue de l'annulation de ces élections. Petit à petit, on récupère un certain nombre d'éléments qui sont susceptibles de faire bouger les choses, effectivement. Et puis, on a un problème parce qu'un certain nombre de documents sont entre les mains des services de la préfecture qui, suite à l'intervention d'un huissier, n'a pas accepté de permettre à l'huissier d'en acquérir connaissance. Et dans ces conditions, tout ce qui, à mon avis, me paraît possible de faire pour faire éclater la vérité, c'est de faire ce qu'on appelle un référé mesure utile, qui est une procédure non pas électorale, mais une procédure administrative prévue par le Code de justice administrative. En attendant, la nouvelle équipe de la Chambre des métiers sera installée le 18 novembre prochain. Simon Vainqueur, il y a quelques semaines, un autre artisan, Jules Griffard, avait déjà sollicité le préfet. Il avait alors dénoncé une fraude au niveau du centre de tri de la Poste. Aucun artisan ne s'était manifesté, les résultats n'avaient pas encore été d'ailleurs publiés. Pourquoi avoir pris autant de temps pour riposter? Est-ce que c'est la défaite qui est difficile à encaisser? Absolument pas. La défaite n'est pas difficile puisque vous savez, pour moi elle est difficile aujourd'hui, mais dans la légalité, si les choses se font correctement,
il n'y a pas de difficulté à accepter la défaite. Jules Griffard avait l'air bien seul à ce moment-là. Personne ne s'était manifesté, personne ne lui avait apporté de soutien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 3 listes maintenant qui dénoncent une fraude. À l'époque, il n'y avait pas de fondement véritable. Nous savons simplement qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui prétendent dire qu'ils font et défendent les élections à la Chambre de métier et aux autres chambres consulaires. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés véritablement à cette difficulté-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes là et nous revendiquons ce qui nous paraît être juste, sachant qu'il y a une volonté manifeste de fraude massive concernant ces élections-là, puisque, je l'ai dit, je le répète, nous étions les favoris. Les artisans du changement étaient les favoris. Sur quel sondage? Sur quel sondage? C'est-à-dire que, vous savez, sur tous les sondages d'ailleurs, mais vous savez, quand vous avez plus de 1465 artisans qui vous font confiance. Les artisans nous ont confié le bulletin de vote. C'est-à-dire, je vais vous le dire en créole, afin que tout le monde puisse comprendre. Là où il voit l'artisan là, il a dit, monsieur Vainqueur, on a voté bas. Il récupère son enveloppe d'acheminement, il nous fait voir qu'il met dans les enveloppes bulles notre bulletin de vote. Et à ce moment-là, on ferme l'enveloppe devant l'artisan et on les garde, on les poste après. Donc ça veut dire aujourd'hui, nous confirmons que nous avons 1465 artisans qui nous ont confié leur bulletin de vote. Et aujourd'hui, où sont passés nos bulletins? Où sont passés ces bulletins-là? 1510 voix pour Franck Lasserre. Les résultats qui ont eu lieu avec des huissiers lors des élections. 390 pour Patrick Chouan, 162 pour votre liste. Ça voudrait dire que c'est une élection à l'africaine en Guadeloupe? Non, alors, petite erreur. M. Lasserre a été élu avec plus de 2700 suffrages. Mais l'écart est énorme. L'écart est énorme parce que la fraude est énorme. Vous savez, nous avons... Donc ça aurait été fait avec la complicité des huissiers qui étaient sur place? Non, absolument pas. C'est-à-dire que la problématique, c'est que nous, pour justement éviter les fraudes, nous avons collecté un très grand nombre d'enveloppes que nous avons déposées à Pôle Caraïbes. Et le détournement a été fait à Pôle Caraïbes, entre Pôle Caraïbes et la préfecture. De quelles preuves disposez-vous aujourd'hui? Parce que lors du dépouillement, les enveloppes de couleur blanche, les enveloppes d'acheminement étaient ouvertes sur le flanc, sur le côté. On l'a précisé à Mme Hamon, qui était Mme Hamon qui gérait en fait la commission de dépouillement pour la préfecture. Et elle nous disait que c'était un défaut de fabrication. Mais nous avons constaté aussi que les bulletins de M. Lasserre avaient 2 couleurs complètement distinctes. Il y avait un qui était bleu pâle et l'autre était bleu foncé. Malheureusement, nous avons fait appel à un huissier de justice qui n'a pas pu... Il a constaté les faits, mais on n'a pas pu accéder au comptage. Pourquoi? Parce que la présidente nous avait dit que le lundi, on aurait pu consulter le matériel de vote. Le lundi, l'équipe de M. Chouan et mon équipe et moi-même, nous sommes descendus en préfecture et nous n'avons pas eu accès à ces documents-là. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore en préfecture parce qu'on a demandé à ce que les éléments restent là et qui sont en attente. Et bien évidemment, je pense que le juge du tribunal administratif fera venir ces éléments-là pour prouver qu'il y a fraude massive et nous le savons. Vous savez, les artisans le disent. Toute la journée, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Monsieur Vainqueur, je ne comprends pas. Vous savez, 238 votes exprimés pour les artisans du changement. Vous ne sentez pas que mais tout le monde le crie haut et fort. Quand les personnes se mettent à dire qu'aujourd'hui, c'est eux qui font et qui défendent les élections à la Chambre de métier, on a le droit de se poser des questions. Que souhaitez-vous aujourd'hui? L'annulation de ce scrutin? On veut l'annulation. Déjà, pour commencer, on dit que le bulletin de vote de M. Lasserre n'est pas conforme à la réglementation. La réglementation stipule qu'il y a 4 collèges. Et que parmi les 18 premiers, il faut qu'il y ait 4 personnes de chaque collège. Et quand on regarde le bulletin de vote de M. Lasserre, il n'est pas conforme à la réglementation. C'est pour cela d'ailleurs que M. Calab a été recalé. Sa liste n'a pas pu prendre le départ. Et aujourd'hui, la liste de M. Lasserre arrive soi-disant en tête. Mais nous savons très bien que les artisans n'ont pas voté pour M. Lasserre. Et les preuves sont là. Nous avons des éléments très probants que nous mettrons à disposition quand le moment sera venu. Et nous avons porté plainte contre certaines organisations aussi qui sont en place et pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Nous voulons que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous ne pouvons pas passer à côté de ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. C'est un véritable hold-up, je le dis véritablement. M. Lasserre sait très bien qu'il n'a pas gagné les élections légalement. Il a gagné les élections frauduleusement. Je demande aux autorités, je demande au préfet, je demande au tribunal administratif de prendre toute la mesure de ces élections-là. M. Lasserre n'a pas gagné ces élections-là. Il y a eu fraude massive. Simon Vainqueur, on sent votre colère. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement aussi d'entacher l'image de la Chambre des métiers
de décrédibiliser les actions à venir? Ben justement, et la légitimité de celui qui sera élu, ou peut-être qui est déjà élu et qui le restera? Non, je pense qu'il n'est pas encore élu. Vous savez, il y a des recours qui sont là, qui vont être faits, il y a des investigations qui vont être menées, et nous comptons sur la justice pour faire ce travail-là. Vous savez, moi, à la place de ces personnes-là, moi j'aurais honte à la place de ces personnes-là. Vous savez, quand vous usurpez le poste de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, c'est M. Vainqueur Simon qui devait, avec son équipe, qui devait être à la tête de la Chambre de métier. Et aujourd'hui, quand vous voyez que j'ai un seul siège, alors, vous savez, je ne peux pas être content, bien évidemment. Mais je ne suis pas dans une colère, loin de là. Je ne suis pas dans une colère. Je veux simplement que justice soit faite. On ne peut pas, les artisans n'ont pas voté pour M. Lasserre. Et d'ailleurs, avant de venir ici, il y a un grand nombre d'artisans qui me disent, M. Vainqueur, il faut nous descendre dans la rue là. Faut-nous descendre là pour nous faire voir que Lasserre n'est pas président de la Chambre des métiers. Eh bien, on mettra tout en œuvre, rassurez-vous. On fera ce qu'il faut pour que la justice puisse prendre ses responsabilités, pour que la lumière soit faite sur cette affaire-là, tout simplement. Simon Vainqueur, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Autre titre dans l'actualité de ce lundi, la convention signée entre EDF Archipel Guadeloupe et la ville du Gosier. Elle prévoit la mise en place d'actions pour aider les familles fragiles à réduire leurs factures énergétiques. On regarde le reportage de Karine Diama. Pour faire reculer la précarité et prévenir le non-paiement des factures, EDF Archipel Guadeloupe poursuit sa lutte contre la précarité énergétique et ses actions pour la maîtrise de la consommation d'électricité. Globalement, la question de ce que nous on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire les foyers qui rencontrent des difficultés pour honorer leurs factures d'électricité et qui, compte tenu de leur budget familial, représentent une difficulté pour eux, est une préoccupation importante pour EDF et elle est particulièrement en Guadeloupe, sur lequel nous estimons que nous avons environ 25% de la population qui chaque mois est en difficulté pour honorer ses factures d'électricité. Donc dans ce domaine-là, nous avons un certain nombre d'actions, j'allais dire curatives, qui peuvent passer par des aides, et en particulier avec le conseil départemental qui est représenté ici. Mais cette convention, elle va, je dirais, au-delà, et l'ambition, c'est d'être vraiment dans une action qui est préventive. Parmi ces actions préventives, la distribution d'ampoules basse consommation ou encore de bons d'achat qui devraient permettre aux familles les plus fragiles d'améliorer leur quotidien. C'est-à-dire je vais changer ce qui a changé, c'est-à-dire mon réfrigérateur est mort avec ma cuisinière. Ça va me permettre de réduire mes factures. 4e ville a signé une convention solidarité avec EDF Archipel Guadeloupe. Le Gosier souhaite responsabiliser les personnes et les familles à la prise en compte de leur budget énergie. Il faut dire que cette action va dans le droit fil de l'action sociale que nous menons à Gosier. Nous avons une action sociale très dynamique et donc signer ce partenariat nous renforce et nous conforte même dans nos relations avec nos administrés, comme je vous le disais, les plus démunis pour les aider en cas de besoin pour payer leurs factures et pour aussi leur donner des informations pour consommer d'une manière beaucoup plus intelligente. On doit être à leur côté à tous les instants, ce qui est valable pour l'électricité, pour l'eau également et dans d'autres domaines. La solidarité doit être une action permanente pour nous. En Guadeloupe, un tiers de la population bénéficie déjà du tarif de première nécessité. Mais à terme, EDF Archipel Guadeloupe envisage d'établir avec l'ensemble des communes des conventions de solidarité. Elles ne sont pas plus grosses qu'une tête d'épingle, mais peuvent faire de véritables ravages. À l'île Sœur, les punaises de lit ont infesté les appartements de la Société immobilière de Martinique. L'organisme de construction de logements sociaux, l'ARS et la mairie de Trinité ont fait appel à des experts pour exterminer ces insectes. Mais les locataires des appartements concernés ont dû être délogés. Le reportage est signé Frédéric Mazy d'ATV Martinique. Rien ne doit traîner. Jean-Paul Emma vide son appartement. Pourtant, ce déménagement n'a rien de voulu. Des punaises de lit ont envahi son logement, des insectes qui piquent la nuit et qui prolifèrent à vue d'œil. Ça a été pénible parce qu'avec ces bêtes, on ne peut pas dormir. C'est une atteinte morale, on va dire, et physique. Parce que c'est des nuits blanches, on se fait piquer toute la nuit, c'est des nuits blanches. C'est des mauvaises journées puisqu'on travaille de jour, donc c'est vraiment de mauvaises journées. L'homme a tout essayé pour éradiquer ce phénomène, mais rien n'y a fait. À bout, il a contacté son bailleur, la CIMAR. L'agence immobilière fait appel à une entreprise spécialisée de désinfection. Elle déménage les appartements où des punaises de lit ont été trouvées. Là, il fallait tout vider pour
pouvoir passer le produit effectivement et gazer tout ce qu'on a comme meubles, vêtements, etc. En espérant que ce sera la dernière fois, sinon on sera obligé vraiment de déménager. 6 appartements de résidence sont concernés. Ici, on est encore à l'étape carton. C'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de transferts parce que ma mère devra aller habiter chez ses enfants et son infirmière, elle devra changer d'infirmière. C'est beaucoup de chamboulement, quoi. Ça vous embête? Ça embête toujours de déménager, toujours. Tous les logements de la résidence ont subi un traitement à titre préventif il y a quelques semaines. Certains locataires ont mis leur mobilier à la benne, literie, canapé et fauteuil, mais la CIMAR ne pourra pas les dédommager. Aucune consigne n'a été donnée dans ce sens-là de les jeter. Donc c'est vrai que le traitement peut être long, fatigant, on le sait, pour les locataires. Mais la consigne qui avait été donnée par la société qui traite cette infestation de punaises de lit était de les garder et eux, ils passent à chaque fois pour l'éradication. Les locataires retrouveront leur domicile désinfecté après la phase de traitement lundi prochain. Restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. La popularité du maire de Sainte-Anne mise à mal depuis sa décision d'expulser les commerçants illégaux du littoral. Et puis focus sur l'opération Un mois sans tabac lancée par le ministère de la Santé. Nous verrons avec Karen Diamant comment ça fonctionne. Mais avant, revenons sur le mouvement de grève qui touche la ville de Basse-Terre depuis quelques semaines. Après celle des agents de la mairie, voici que les socioprofessionnels ont organisé une messe pour, disent-ils, apaiser l'esprit de Marie-Luce Ponchard et la mener à avoir plus de sagesse. Comment les habitants et les professionnels jugent-ils ce mouvement? Voyons le reportage de Moïse Dexter et de Nathalie Dinan. Ne vous y méprenez pas, les nombreux chalands qui arpentent les rues de la ville ne viennent pas gonfler les poches des commerçants. Depuis le début de la grève dans les services municipaux, la clientèle a déserté. La clientèle, elle est plus pareille. Parce que les parents, ils doivent garder leurs enfants en fait, et ils n'ont plus le temps de faire du shopping. On perd beaucoup en chiffre d'affaires. Les gens viennent de moins en moins à Basse-Terre. Les gens qui doivent fréquenter une mairie doivent venir aussi dans le centre-ville. C'est pas normal que ça dure aussi longtemps. Et aussi par rapport aux revendications de tous les commerçants qui demandent pas mal de choses qu'on n'essaie même pas d'écouter, d'essayer de comprendre. C'est assez compliqué. La grève entame sa 3e semaine et certains administrés, même s'ils s'y accommodent, se plaignent de ne pouvoir remplir leurs obligations administratives. Il y a des choses qu'on a besoin, nous en tant que jeunes, des papiers qu'on nous demande pour aller faire nos projets. On n'est pas fichus de les avoir parce que la mairie est fermée. Donc moi je trouve ça très dérangeant. Non, grève n'a pas qu'à pénaliser moi parce que moi je suis à l'école privée, pas à l'école publique. Donc je comprends les parents qu'il n'y a pas de solution pour les gens. Ce n'est pas évident de trouver un monde pour garder les gens, sachant que le temps est dur, mais bon. Je comprends les grévistes parce qu'effectivement, à Basse-Terre, c'est déjà le problème de se garer, le problème des revendications, tout n'est jamais au point. Et puis les gens qui sont au-dessus de nous, comme les maires, les ministres et tout, puis il n'y a qu'à changer un qui on a l'impression qu'il y a qu'à oublier les petits. Le fonctionnement de la capitale est à l'arrêt, la grève s'enlise. Après s'être mobilisés 24 heures il y a moins d'un mois pour faire entendre leur ras-le-bol, les agents hospitaliers du CHU de Pointe-à-Pitre sont de nouveau mobilisés, cette fois pour un mouvement qui promet de s'inscrire dans le temps. Freddy Magnoc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous représentez la CGTG qui conduit justement ce mouvement qui a commencé dès vendredi. Quelles sont vos revendications? Vous déplorez des conditions de travail déplorables? Oui, alors effectivement, les points prioritaires pour nous, c'est les conditions de travail suivies de la titularisation des contractuels. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement quelles sont ces conditions? Alors, à savoir que depuis les différentes lois, APHT et la loi santé, donc les hôpitaux subissent des coupes budgétaires, des restrictions drastiques, si bien que ça a des répercussions sur le personnel et sur les patients. Tous les hôpitaux de France sont concernés, mais comment cela se traduit au quotidien au CHU de Pointe-à-Pitre? Singulièrement au CHU de Pointe-à-Pitre, c'est des sous-effectifs chroniques et qui, comment dirais-je, entraînent pas une prise en charge optimum des patients. Donc ça se voit aussi sur le manque de matériel, parce que souvent, nous, agents,
on est obligé d'acheter le matériel de notre poche. Je prends par exemple le thermoscan pour prendre la température, les glucométeurs pour prendre la glycémie des patients. Ce glycémie, la plupart du temps, minimum 3 fois par jour. Donc, si on n'a pas ce matériel-là, c'est sûr qu'on ne fait pas de soins de qualité. Donc, nous, et soignants, nous sommes amenés à acheter ce matériel. Vous investir au-delà, en tout cas, de ce que vous demande votre métier. Vous parliez également d'une précarisation du secteur. Il faut savoir que vous avez des agents, des infirmières, des puères, ASH, qui sont là 5 ans, voire 6, 7 ans pour certains, dans la précarité, qui ne sont toujours pas stagiarisés et titularisés ensuite. Donc, c'est pour toutes ces raisons que nous appelons à manifester, appeler à la grève demain. Et il faut que vous sachiez qu'il y a une grève nationale des syndicats de santé. Donc nous, en Guadeloupe, on ne peut pas rester de notre côté. Surtout, on a des revendications à faire passer. Donc il faut qu'on fasse entendre nos voix demain. À quoi doivent-ils s'attendre les patients demain et puis les familles également? Est-ce que tous les services seront concernés, qu'il n'y aura plus de soins? Il faut savoir, c'est un beau métier. Mais quelles que soient nos difficultés, les patients seront soignés comme d'habitude. C'est sûr qu'on va manifester, il y aura des débrayages, il y aura des prises de parole. Les soignants, on va travailler, mais avec une pancarte en grève et tout ça, et toutes nos revendications. Mais rassurez-vous, les patients seront soignés, il n'y aura pas de blocage. Vous pourrez rentrer à l'hôpital comme bon vous semble. Voilà. Ce sera une grève tranquille alors? C'est de l'humain dont nous parlons. Donc on peut faire grève, mais tout est stratégique. Donc effectivement, on va appeler tous ceux qui sont en vacances, en repos, à venir manifester pendant que d'autres travaillent. Voilà. Alors il s'agit d'une grève qui était limitée. De quelle garantie avez-vous besoin justement pour arrêter ce mouvement? Eh bien, rassurez-vous, ce qu'il faut savoir, je prends le cas des contractuels qui ont là 5 ans, ces gens n'ont aucune vision. Aucune vie, parce que pour venir travailler, ils ont peut-être d'une voiture, ils ne peuvent pas faire un crédit, ils ne peuvent pas acheter une maison, ils ne peuvent pas s'investir dans l'avenir. Donc voilà, donc ils ont besoin de se projeter. Vous savez que la vie, elle est dure pour tout le monde, donc au moins un minimum pour... Quels sont les points sur lesquels vous serez intransigeant? Donc, la titularisation, c'est sûr, et les conditions de travail, trop, c'est trop. On nous demande de faire plus avec moins. Comment on peut dire dans des services normés, je prends le cas de la réanimation adulte, où un infirmier doit s'occuper de 2 patients et demi. On sait qu'on ne peut pas couper un patient, il va s'occuper de 3 patients, mais très souvent, il s'occupe de 5 patients. Ce n'est pas la norme. Donc, on est complètement dans l'insécurité. Donc, ça peut arriver spontanément, on peut comprendre. Mais ça ne doit pas être, comment dirais-je, le quotidien des soignants. Et vous pensez que tout ceci suffira justement à convaincre la direction, à lui imposer en tout cas de pouvoir vous donner ce que vous réclamez? On ne va pas simplement s'adresser à la direction, on va s'adresser aussi à la tutelle, l'ARS, parce que l'ARS c'est qui chapeaute tout. Et puis, c'est vrai que nous, on ne fait pas trop de bruit. Alors justement, j'allais en venir. J'ai contacté aujourd'hui, nous avons contacté l'ARS qui n'est pas informée de ce mouvement qui a commencé depuis vendredi. Cela veut dire que finalement, vous passez inaperçu? C'est jeu de dupe, Patrice Richard, et de toute façon, là, il nous a répondu parce qu'on n'est pas seul. Il y a les infirmiers libéraux qui seront aussi de la partie, l'IFSI également. Et je peux vous dire que là, ils proposent rendez-vous demain à 6h30. Freddy Manioc, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir concernant ce mouvement qui a commencé et qui reprendra demain à Sainte-Anne. Le maire de la ville, Christian Baptiste, attire de vives critiques. Il est accusé de vouloir privatiser le domaine public. On regarde les détails avec Isabelle Hameau. Sur cette plage de la Caravelle, un groupe de commerçants indépendants interdit d'exercer leur activité. Et pour cause, ils ne posséderaient aucune autorisation de la mairie à cet effet. Nous avons signé une convention de gestion avec l'État le 16 juin. Le sous-préfet, la direction des finances publiques et évidemment le maire. Et ensuite, cette convention a été notifiée au mois d'octobre. Et plus précisément, j'ai pris un arrêté pour dire que toute activité, notamment sur ces plages, que ce soit la Caravelle ou l'hôtel Pierre et Vacances,
que toute activité ambulante doit être soumise à autorisation du maire. Bien évidemment, avant cette convention de gestion, personne n'avait d'autorisation, encore moins de l'État. Et évidemment, encore moins du maire. Et donc, les services de gendarmerie de l'État et de la police m'ont informé, on les a accompagnés, c'était une coproduction qu'on allait justement faire un contrôle pour vérifier qui est en règle ou pas. Évidemment, pratiquement personne n'était en règle. Le maire est accusé de vouloir privatiser les plages publiques. Il répond que son seul but est de faire respecter cette législation. Seulement, les commerçants ne l'entendent pas de cette oreille. Selon eux, seule l'entrée de la plage définie en vert ne leur est pas autorisée, comme le montre ce plan. Les autorités auraient élargi le périmètre interdit à toute la plage. Il faudrait que ceux qui veulent exercer une activité ambulante fassent une demande au maire. Et à ce moment-là, le maire est habilité à donner une autorisation ou pas. Mais il ne faut pas oublier que notamment au niveau des hôtels, ils ont une autorisation d'occupation temporaire. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ils ont leur activité, mais ils sont autorisés sur l'espace public, sur la plage publique, à avoir des activités. Et ils payent une redevance. Évidemment, je ne saurais non plus accorder des autorisations d'activité ambulante qui soient à l'encontre, en tout cas, qui soient incompatibles avec cette AOT, parce qu'ils payent une redevance. Et donc aujourd'hui, il n'est pas question, et contrairement à ce qui a été dit, je m'inscris en faux de dire que la plage sera privatisée. En aucune façon, la plage publique ne peut être privatisée. Du côté du boulevard, le problème a déjà été réglé. Le maire n'est pas là pour empêcher à quiconque de travailler. D'ailleurs, nous avons donné un espace à ces marchands ambulants qui étaient sur le boulevard Iménée, notamment sur la jetée. On leur a donné un espace pour pouvoir travailler. C'est-à-dire que j'ai demandé de libérer la voie publique. Parce que c'est la voie publique qui était occupée, qui plus est sans autorisation. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est chose réglée. Cette législation sera par la suite élargie à la plage du bourg, avec des critères spécifiques au lieu. Demain, les Américains éliront leur président. Certains redoutent l'arrivée du milliardaire Donald Trump à la Maison-Blanche, connu pour ses idées anti-islam et anti-immigration. Entre le candidat républicain et la démocrate Hillary Clinton, quel est selon vous le meilleur choix pour le monde? Linda Kayersi et Karen Diamin vous ont posé la question. On vous écoute. Eh bien, Hillary Clinton. En tout cas, j'espère. Et si Donald Trump devait gagner? Quelle catastrophe pour les États-Unis. Ça va être horrible. Hillary. D'accord. Et si Donald Trump devait gagner? Catastrophe? Catastrophe. Hillary. Hein. Pourquoi? Parce que Donald, c'est un raciste, tout simplement. Hein? On veut pas de lui. Je vous dis, je voterai pour Hillary Clinton. Elle est moins raciste que Trump. Nul. Pourquoi? Ils sont pas bons, les deux. Par défaut, et Clinton, mais voilà. Si Donald Trump passe, non, ça va. Bon, les Américains sont déjà un petit peu racistes, mais ça va accentuer les faits encore plus. Donc, non, on n'en veut pas, bien qu'ici, on s'en fout un peu, mais et je préfère Hillary, parce que c'est une démocrate. Non, ça m'intéresse pas. Hillary. Et si Donald Trump devait gagner? Ça changera rien. Forcément Hillary Clinton. Pourquoi? Parce que Trump, c'est un con, c'est tout. Et sachez que l'Association des jeunes de Guadeloupe organise demain une journée spéciale élection américaine. Elle aura lieu au local du Cygne Noir de Baïf pour vivre cet événement comme si vous y étiez. Et on poursuit ce journal avec le 9e colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales des Outre-mer qui s'est ouvert ce matin en Guyane. Une trentaine d'experts ultramarins ont fait le déplacement pour ces 3 jours de réflexion sur les savoir-faire traditionnels, un domaine dans lequel la transmission se fait rare. Reportage Jonathan Lariot, TATV Guyane. Au premier jour de ce colloque, les visages affichent une expression sérieuse, voire même grave. Le premier sujet n'en est pas des moindres. Christian Moretti, chercheur, revient sur une étude faite il y a 25 ans sur le savoir-faire traditionnel des peuples guyanais. Les créoles de Saül étaient les seuls à connaître un arbre qu'on appelle le bois côtelette en créole. Et Palicourt, dans les années 90, ils étaient répartis dans des habitations le long de la Wanari. Et ils avaient une connaissance très approfondie de la flore et de leur environnement. Cette connaissance et ce savoir ont maintenant quasiment disparu. Et le constat est sans appel, la Guyane, comme tant d'autres terres d'outre-mer, peine à conserver la connaissance de leurs peuples autochtones. Les savoirs traditionnels sont basés sur un droit collectif, donc qui est on va dire, entre guillemets, possédé par un clan. Donc, et ça, ce n'est pas facile dans un droit commun qui est beaucoup plus individualisé. Les enjeux même des savoirs traditionnels ne sont pas simplement des enjeux financiers
c'est d'enjeux de survie culturelle. La question des savoirs traditionnels qu'on ne peut pas séparer justement du lien à la terre, de la culture, de la langue et autres, sont très importants. Les sociétés pharmaceutiques internationales, les institutions qui s'occupent de cela, ou les politiques publiques qui doivent être mises en place, doivent aussi inclure cette approche globale. Le CIPAM, le colloque international sur les plantes aromatiques et médicinales, a posé ses bagages en Guyane pour sa 9e édition. Et la question du développement de la pharmacopée à travers la relation entre la médecine traditionnelle et moderne est au cœur des débats. On a voulu mettre en avant la possibilité et la nécessité de travailler ensemble au niveau des différents types de médecine. Et pourquoi pas intégrer les plantes médicinales locales dans les centres de santé, à travers des jardins, diffuser le savoir. Parce que vous savez, le savoir, c'est toujours diffusé, c'est toujours échangé. Et c'est ça qui fait qu'il survit. Et actuellement, en Guyane, malheureusement, on a beaucoup de connaissances traditionnelles qui tombent dans l'oubli. Donc c'est nécessaire de les protéger, mais c'est aussi nécessaire de les diffuser, de les échanger et de les développer, parce que c'est des savoirs qui sont en permanence en construction et en reconstruction. Aujourd'hui, seulement 15 plantes guyanaises sont reconnues en tant que plantes médicinales au niveau national, avec une forêt tropicale d'une surface de près de 90 000 km². Ce nombre reste très léger. Sortir de la dépendance au tabac s'avère un vrai calvaire. Plus de la moitié des fumeurs souhaiteraient arrêter sans y parvenir. Pour les aider, le ministère de la Santé a lancé l'opération Moi sans tabac. Les fumeurs peuvent ainsi récupérer un kit gratuit dans toutes les pharmacies dans lequel sont dispensés bons conseils et astuces. Karen Diama se les procurait. Regardez. Disponible gratuitement dans toutes les pharmacies de l'archipel, le kit d'aide à l'arrêt a vocation d'accompagner un individu voulant arrêter son tabagisme. Ce kit est composé de 5 items. Donc, nous avons donc un livret, ensuite un agenda, ensuite une carte, un sticker et un calendrier en fonction de la consommation en cigarettes, le nombre d'économies réalisées. Voilà. Dans le premier livret, nous avons en fait qui s'intitule « Je me prépare », qui est en fait les forces et faiblesses et les inquiétudes éventuellement procurées lorsqu'on arrête de fumer. Il s'agit de choisir la meilleure stratégie pour arrêter le tabac. Ensuite, nous avons donc l'agenda qui se compose en fait d'un calendrier journalier pour les encouragements et conseils de tous les jours. Voilà. Et nous avons donc la carte qui est comme une bouée pour vous donner des idées. Parce que quand on arrête de fumer, par exemple pour avoir une bonne respiration abdominale, le contact avec la nature, comment s'oxygéner, etc., etc. Et en 4, nous avons un sticker qui est en fait de simples conseils d'alimentation pour le petit déjeuner, pour le déjeuner et l'alimentation à base de fruits, etc., etc., tout ce qu'il vous faut. Et en dernier, qui n'est pas du tout le moins important, c'est en fonction de la consommation de cigarettes journaliers, 5, 10, 15, 20, 25 ou voire un peu plus, l'économie financière réalisée en fonction de la consommation à la semaine ou au mois, etc., etc. Plus largement, ce kit s'inscrit dans l'opération Moi sans tabac, mise en place par le ministère de la Santé. Objectif, proposer aux fumeurs de faire une tentative d'arrêt pendant 30 jours. C'est une initiative de bonne loi qui nous permettra en fait à la population de se prendre en charge et aussi de juguler ce phénomène de cancer qui est quand même primordial. Et je me félicite que ce soit la Sécurité sociale, la Ligue du cancer et le ministère de la Santé publique qui aient pris cette initiative. Chaque année en France, 78 000 personnes meurent à cause du tabac. En Guadeloupe, seuls 12% de la population reste concernée par le tabagisme quotidien. Un chiffre encourageant, mais qu'il convient de diminuer encore et toujours. Place aux informations pratiques maintenant. Si vous êtes une femme et que vous aimez le cinéma, cette information vous intéressera certainement. Le FEMI cherche son ambassadrice pour l'année 2017. Si la jeune femme devra mettre en exergue ses connaissances du 7e art, sa culture générale et celle de son île, ainsi que son éloquence afin de séduire le jury. Le casting aura lieu le samedi 26 novembre prochain de 10h à 15h à la médiathèque du Lamentin. Si vous souhaitez vous inscrire, le formulaire d'inscription est à télécharger sur le site qui s'affiche au bas de votre écran.
Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 71 2 fois ou à nous envoyer vos indiscrétions et informations à redactionatv@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.